a démarré avec de la pluie, enfin, après un mois d'avril quasiment entier sans une goutte de pluie et avec des températures, là ces 2 dernières semaines, il faisait plus de 25 degrés quasiment tous les jours. Côté boulot, cette semaine, je vais partager mes journées entre des matinées sur l'ordinateur et des après-midi en extérieur parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur l'ordi, de l'administratif et de la communication notamment à préparer pour Pépites des Bois parce qu'on est quand même à 4 mois du lancement des accueils ici, que ce soit des enfants, des ados ou des formations, puisque la première date de formation est le 12 septembre. Donc on a 4 mois devant nous, dont 2 mois d'été, durant lesquels on ne va pas pouvoir travailler autant qu'en dehors de période de vacances. Bref, donc ce matin, j'ai commencé par me faire une sorte de rétro-planning en priorisant les tâches et c'est pour ça que je vais m'imposer de me remettre sur l'ordinateur un petit peu chaque jour et d'être sur des plus petits chantiers pour le moment. Et ce matin, j'ai commencé par remplir un dossier qui m'a été transmis par le service urbanisme de la commune suite à notre fameuse déclaration préalable de travaux que j'ai tant traîné des pieds à faire il y a quelques semaines. Et comme je l'avais expliqué, ici on est sur des terres qui, dans le PLU, sont des terres agricoles. Et par conséquent, tout aménagement qui est effectué sur ces terres ne peut être fait que dans le cadre d'un projet agricole. Et en l'occurrence, l'aménagement qui était concerné, c'est l'installation d'une serre et l'aménagement d'un parking pour accueillir le public qui viendra à la fois dans le bois, dans le jardin pédagogique et sur la ferme florale. Et il m'a été demandé de faire en plus une présentation, une espèce de notice détaillée pour présenter l'ensemble du projet agricole. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai pas encore terminé. L'objectif c'est de le rendre à la fin de la semaine. Pour cet après-midi, le programme c'est de construire des panneaux directionnels du bois. Allez, go! Ça y est, les petites flèches sont terminées, j'en ai fait 8 au total. C'est un peu petit, mais je vais faire le test dès ce soir. Je vais préparer mes écritures et je vais voir un peu ce que ça donne tout à l'heure. J'ai commencé la matinée par terminer le dossier, les dossiers qui m'ont été demandés par le service d'urbanisme. Voilà une bonne chose de faite, je vais me faire une petite session de mail tout à l'heure parce que j'ai pas mal de mails à envoyer à la fois pour l'asso et pour pédagogie du vivant. Mais pour l'heure, je vais poursuivre mes petits panneaux. Hier soir, j'ai préparé les écritures ainsi que les petits pictogrammes. Je vais m'occuper de décalquer tout ça sur le panneau. Et d'ailleurs, petite astuce pour celles et ceux qui, comme moi, ne sont pas très doués avec le dessin, j'utilise du papier carbone. Ce sont des fines feuilles bleues comme ceci, et il y a un côté sur lequel il y a de l'encre, donc on pose ce côté du papier sur le support qu'on souhaite marquer, et après on pose notre modèle par-dessus, et il suffit simplement avec un stylo d'appuyer, de repasser sur les écritures, et ça dépose une empreinte, une trace sur le support. Et moi j'avoue que ça me sauve pas mal parce que voilà, je suis vraiment pas douée en dessin. Et du coup pour tout ce qui est préparation de support dans le cadre du travail, quand j'ai besoin d'être assez rapide dans mes préparations d'outils, j'utilise les feuilles de papier carbone bleu. D'autant que chaque feuille peut être réutilisée plusieurs fois jusqu'à ce qu'il y ait moins d'encre qui soit déposée dessus. Donc voilà, papier carbone, c'est la petite astuce pour les moins doués au dessin. Ça y est, tous les panneaux sont terminés. Je n'ai pas filmé tout le processus parce que je n'avais plus de batterie sur la caméra, mais on était sur quelque chose de très simple avec juste l'utilisation du papier carbone, et après je suis venue dessiner
au feutre. J'étais partie au départ sur de la gravure, j'ai commencé avec le théâtre, mais comme sur certains dessins, il y a quand même des détails, j'avais peur que ça rende pas terrible, donc j'ai finalement opté pour des Posca et j'ai verni par-dessus pour que ça tienne bien, et je pense que voilà, je viendrai mettre une fois par an un petit coup d'huile de lin pour bien protéger tout ça. Sans transition, je vous retrouve devant les panneaux qui sont installés. J'avais peur que ce soit trop petit, mais en fait c'est parfaitement lisible, et si on avait mis plus gros, et ben ce serait même trop gros, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de place sur le poteau étant donné qu'il est assez bas, mais c'était volontaire parce que les panneaux vont être principalement lus par des enfants. Donc ici on a tendance à mettre la plupart des choses à hauteur d'enfant. Voilà, donc vraiment très contente. Et deuxième panneau, à l'entrée du sentier, nous avons le par ici les pépites, évidemment clin d'œil à Pépites des Bois. Et donc le panneau directionnel que je vous montre un peu en immersion ce que ça donne. Bon, il y a la brouette en plein milieu, c'est pas terrible, mais voilà, d'un côté un premier chemin et de l'autre un second vers le parachute. Il y a quelques jours, on a eu la venue d'une technicienne forestière qui s'est déplacée ici pour effectuer un diagnostic du bois. Et je me dis que ça peut être intéressant de partager ça ici parce que une des raisons pour lesquelles on l'a sollicitée, c'est pour avoir son regard technique et ses conseils sur la façon dont on peut minimiser l'impact d'un public sur un lieu naturel comme ce bois, parce que même si on avait déjà des éléments de réponse, on voulait vraiment avoir ce regard technique que nous on n'a pas forcément. Je vous partage ça ce matin parce que peut-être que vous êtes propriétaire d'une parcelle forestière ou que vous accueillez régulièrement du public sur une parcelle qui vous est prêtée ou louée, et je trouve, en tout cas moi c'est mon positionnement, mais vous le savez parce que j'en ai déjà parlé lors des toutes premières vidéos, moi je trouve que c'est hyper important quand on amène du public dans un milieu naturel, quel que soit le milieu, c'est vraiment de prendre du recul et de réfléchir à l'impact qu'on peut avoir quand on amène du monde sur un lieu naturel, et qu'en plus c'est fait de manière régulière, même si c'est qu'une fois par semaine, et ben ça a un impact quand même. Déjà avoir conscience de ça, c'est la première étape, et puis en plus s'outiller, mettre en place des choses pour limiter cet impact et faire en sorte qu'on perturbe le moins possible la faune et la flore présentes sur le lieu. Du coup, la personne qui est venue, c'est une technicienne qui travaille pour l'association Canopée, qui est une asso nationale avec quelques antennes locales, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et on a la chance, nous, d'en avoir une ici en Dordogne. C'est une association qui accompagne des propriétaires privés de petites ou grandes forêts dans une gestion durable de leurs forêts. Donc c'est une asso qui en même temps lutte contre les coupes rases et vraiment a un engagement en faveur de la vie des forêts qui est important. Je suis venue passer une matinée ici au bois pour faire un diagnostic du bois, donc voilà, nous parler de l'état de santé du bois et nous faire ses recommandations par rapport au projet qu'on a avec le bois. Et c'était hyper intéressant, vraiment. Elle nous a appris plein de choses. Elle nous a aussi confirmé les idées d'aménagement qu'on avait pour limiter l'impact sur le lieu. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un bois qui se porte bien, qui est en bonne santé. C'est un bois et non une forêt, mais ça on se doutait, vu les essences présentes sur le lieu et la taille des arbres, on se doutait qu'on était sur un bois qui est jeune. Et effectivement, elle a expliqué que on est aujourd'hui sur un lieu où la strate intermédiaire, donc celle qu'on voit là juste derrière moi, qui est principalement composée de noisetiers sur ce bois, c'est une strate qui est très très fournie, alors que la strate supérieure est clairsemée. Donc on est sur un jeune bois qui un jour, s'il continue comme ça, deviendra forêt. On est sur un bois qui est très diversifié, puisque au total, sur cette strate supérieure, on a quand même identifié 6 essences différentes d'arbres, et qui est diversifiée de manière homogène, c'est-à-dire que là, en l'état actuel, on ne voit pas une essence qui
est prédominante par rapport à d'autres. On a des différences en fonction de l'endroit où on se situe sur le bois parce qu'on a un bois qui est en légère pente avec sur l'extérieur, donc là où je me situe actuellement, on est sur une zone qui est très lumineuse puisque ça donne notamment sur une zone ouverte avec la prairie. Et donc là, on a un certain type de végétation qu'on ne va pas retrouver sur le fond du bois où là, on est sur un espace où il y a moins de lumière, où l'eau circule aussi différemment. Donc grosso modo, un bois qui se porte bien. Et en plus de ça, elle nous expliquait que si le bois continue son développement actuel, il deviendra normalement un jour forêt, notamment parce qu'on voit au sol de la régénération, il y a des jeunes arbres qui poussent de partout, des châtaigniers, des chênes, et ça, elle nous disait que vraiment c'est signe que le bois se porte bien quand il n'y a plus rien qui pousse au sol. C'est là où on peut s'interroger sur l'équilibre et sur la durabilité du bois. Et donc en parallèle de ce diagnostic, elle nous a donné ses conseils sur la gestion du bois par rapport au public qui va être accueilli ici. Donc nous, on voulait notamment avoir son avis sur la façon dont on pouvait protéger le sol dans les zones où il va y avoir beaucoup de piétinement, c'est-à-dire tous les chemins qu'on a créés. Ça, elle nous a confirmé que l'utilisation de copeaux de bois non traités est une bonne solution pour limiter l'impact du piétinement sur le long terme. Et du coup, ce qu'on a convenu, c'est que justement, ce mélange-là qui est en décomposition, cette première couche, on la balance sur le chemin et après on va venir la recouvrir de copeaux de bois. Comme ça on ne le gaspille pas. C'est de toute façon des essences qui sont présentes dans le bois, à part le pin, mais c'est mélangé à d'autres essences. Et puis en plus, là, on est vraiment quasiment sur de la terre, donc c'est déjà bien décomposé. On met une fine couche sur les chemins et après on viendra mettre des copeaux de bois. Et puis on lui a aussi montré certains arbres qui nous interrogeaient d'un point de vue sécurité, parce qu'ils nous paraissaient soit un peu fragiles, soit on avait des doutes sur l'état de certaines branches. Et donc on s'était pas trompé, tous les arbres qu'on lui a montrés, elle nous a dit oui, à partir du moment où c'est sur la zone d'accueil, il vaut mieux les faire tomber. Voilà, et justement en parlant d'arbres qui tombent et de sécurité, moi je lui ai demandé si on avait une estimation de la durée de vie d'une chandelle, ces troncs morts qui restent debout, parce qu'on en a plusieurs dans le bois, et d'ailleurs elle nous a expliqué que avant d'être un bois, c'était probablement un verger de châtaigniers, parce que les chandelles qu'on voit dans le bois sont des anciens châtaigniers, et donc ces chandelles de châtaigniers, il y en a un certain nombre dans le bois, il y en a notamment une qui est magnifique, mais on en a plusieurs et sur des zones qui vont rester au calme, donc c'est chouette parce que ce sont quand même des lieux de vie importants. Et d'ailleurs on a justement des troncs qui sont à la verticale et des troncs qui sont à l'horizontale, et on ne va pas trouver la même vie dans ceux qui sont à la verticale que dans ceux qui sont à l'horizontale. Et donc ces chandelles, moi je voulais savoir s'il y avait des signes de fragilité, combien de temps ça pouvait tenir comme ça, parce que justement on en a une en plein milieu de l'espace où vont circuler les enfants et qui sera en plus un espace où il y aura peu d'aménagement, ça sera de la zone libre. Et pour le coup, elle n'a pas tellement su nous dire combien de temps ça pouvait durer, déjà parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps les arbres sont comme ça. Pour les signes de fragilité, juste regarder, voir un petit peu au sol ce qui se passe, mais c'est difficile de savoir durant combien de temps ces troncs-là vont rester debout. Donc de la vigilance et puis voilà quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des sujets qui pouvaient vous intéresser, parce qu'après on est rentré sur des détails techniques mais qui concernent vraiment le bois, et je pense que ça n'a pas grand intérêt de développer ça ici. Moi j'ai appris plein de choses, donc c'était très chouette. Et d'ailleurs je recommande à toute personne qui accueille dans un bois de façon régulière, encore une fois propriétaire ou locataire ou juste occupant, de se rapprocher de techniciens ou de techniciennes qui connaissent bien le monde de la forêt pour avoir un regard technique sur le lieu, connaître l'histoire, connaître la façon dont il vit, enfin vraiment avoir ce regard-là, indépendamment des conseils sur la gestion du bois, mais juste pour savoir chez qui on est, chez qui on passe du temps. Ça peut être possible
en se rapprochant de techniciens indépendants. J'imagine que suivant les départements, c'est plus ou moins facile d'en trouver. Il y a peut-être des associations aussi à proximité de chez vous qui font des choses similaires. Il y a aussi les techniciens de l'ONF, notamment si c'est des forêts domaniales qui peuvent faire une petite présentation de la forêt. Enfin bref, j'ai passé vraiment une matinée très enrichissante et j'ai un peu le sentiment d'avoir fait mon devoir de gardienne qui commence par faire un petit point de l'état de santé du bois et savoir à quels endroits je dois particulièrement poser mon regard et porter une attention pour que ce bois continue de vivre sa petite vie tranquille malgré notre présence. 2-3 précisions que j'ajoute sur le sujet parce que y a un point que j'ai oublié d'évoquer qu'on a vu avec la technicienne et 2 autres points que j'ai envie d'évoquer ici parce que je ne pense pas que j'aborderai à nouveau la question de l'impact environnemental et comment on s'y prend pour minimiser au maximum les conséquences de notre présence et notamment les conséquences d'un accueil important de public de façon régulière. Donc pour faire tout le tour du sujet, je fais 2-3 précisions. La première, c'est une question qu'on a posée à la technicienne concernant une éventuelle rotation des aménagements et notamment du cercle de rassemblement. On lui a demandé si c'était pertinent, intéressant de faire une rotation. Salut Moka. Dans les aménagements, par exemple d'installer le cercle de rassemblement à un endroit une année et 3-4 ans après de le changer pour se dire qu'on laisse tranquille une partie du bois là où était initialement le cercle et on se met à un autre endroit et voilà, on fait une rotation comme ça, comme on peut le faire en permaculture. C'était quelque chose qui nous semblait avoir entendu quelque part en formation et en fait elle nous a dit, mais au moment où j'ai posé la question, ça me paraissait évident qu'il valait mieux pas faire de rotation et de changer d'espace parce que à la différence d'un jardin, d'un potager, d'une prairie où les changements sont assez rapides, en forêt les changements sont longs. Il y a vraiment un espace-temps qui est très différent et c'est pas en seulement 3-4 ans que un espace va se remettre d'une occupation pendant un certain temps. Donc il vaut mieux choisir une seule zone et rester sur cette zone-là durant tout le temps de l'accueil, même si ça dure 15 ans. Dans la même veine, je crois que j'en avais parlé lors des toutes premières vidéos où j'évoquais le sujet bois et je parlais justement de notre souhait de limiter notre impact sur l'environnement. On a fait le choix de restreindre la zone d'accueil sur une toute petite partie du bois et tout le reste, c'est une zone qui sera interdite au public et sur laquelle nous, on ne va circuler que de manière ponctuelle. Ça, c'est une des façons de limiter l'impact sur l'environnement, de se dire, bon, ok, on sacrifie une zone sur laquelle effectivement on va venir déranger la faune et la flore qui jusqu'à présent étaient tranquilles, mais on ne le fait que sur cette zone-là. De la même façon, nous avons réfléchi à l'emplacement du cercle de rassemblement et de tous les aménagements autour en fonction de l'existant, de ce qui était déjà en place pour faire en sorte de toucher le moins possible ce qui était déjà ici. Par exemple, derrière moi là, il y a une zone de végétation qui est assez dense et on s'est dit que on allait la laisser comme ça et du coup on a fait les chemins autour, on a juste touché à ces zones-là sur lesquelles il y avait beaucoup moins de végétation que celle-ci. Dans notre réflexion de ces aménagements et de ces espaces, on a d'abord regardé comment se comportaient les animaux du bois en les pistant et puis en utilisant un piège photo et on a pu constater qu'il y a des zones de passage, des endroits où beaucoup d'animaux passent et on a notamment identifié 2 passages dans la clôture et il se trouve que là où il y a un des trous, on avait initialement le projet d'y aménager le coin calme et en constatant qu'il y avait beaucoup de passages à cet endroit-là, on s'est finalement dit qu'il valait mieux ne rien mettre du tout pour faire en sorte que notre odeur et notre présence dérangent le moins possible. Dernier point sur la faune sauvage et notamment sur la clôture, je viens d'en parler, on ne peut pas en théorie
clôturer un espace boisé et forestier, c'est une interdiction qui est assez récente, où jusque-là on pouvait clôturer les espaces forestiers, les espaces boisés, mais évidemment on s'est rendu compte que ça a empêché la circulation de la faune sauvage et que par conséquent c'était problématique. Donc maintenant on ne peut plus clôturer des espaces boisés. Nous sur le lieu, on a tout un côté du bois qui est clôturé, qui est notre limite de propriété qui était déjà existante, qui fait 1 mètre de hauteur et dans laquelle il y a plein de trous, là où les animaux passent et notamment près de la source, c'est là où il y a le plus de passages. Et donc cette clôture, on la laisse parce que c'est une limite de propriété, donc ça permet de visualiser la fin du terrain, mais on ne va pas la renforcer et surtout on laisse volontairement les trous qui ont été faits par les animaux pour qu'ils continuent de circuler librement sur le site et tout le reste c'est complètement ouvert, il n'y a aucune clôture. Voilà, c'était important pour moi de faire ces précisions parce que là j'ai évoqué uniquement ce qu'on a vu avec la technicienne forestière, mais depuis le début on s'interroge vraiment sur notre présence et l'impact que peut avoir notre présence sur le site et notre souhait c'est de faire au mieux, même si le mieux du mieux serait de ne pas être ici. Ça serait ce qu'il y a de mieux pour le bois et pour tous ses habitants. Mais bon, on sait aussi que ce qu'on va faire ici, c'est du bien pour la faune et la flore, dans la mesure où on sensibilise le public à son importance et à sa préservation. Mais ça n'empêche que dans nos priorités, on met le respect de la vie du bois en tout premier. Et dans tout ce qu'on fait depuis le début, il n'y a pas un geste, une décision que l'on prend sans nous demander au préalable quelles conséquences ça va avoir et s'il y a des conséquences qui dans la balance nous paraissent plutôt négatives, et ben est-ce qu'on peut faire autrement? Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on le fait quand même ou est-ce que finalement on le fait pas? Voilà, c'était les ajouts que je souhaitais faire parce que comme je parlais de l'état de santé du bois, ça me paraissait approprié de préciser tout ça maintenant.